Bonjour et bienvenue à cette présentation qui s'appelle CQRS à notre secours. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui par CQRS? En anglais, ça veut dire Command and Query Responsibility Segregation, mais en français, on pourrait dire que ça veut dire séparation des responsabilités entre mutation et projection des données. Ce que ça veut dire, c'est que la donnée de notre système d'information prend une forme et un chemin différents en fonction qu'elle suit un chemin d'écriture, une logique d'écriture ou une logique de lecture. Et c'est cette séparation qui nous permet de faire pas mal de choses, notamment des optimisations différentes pour les écritures et les lectures. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai testé CQRS dans ma dernière mission. Et pour moi, le déclic, ça a été que ça m'a donné l'intuition, les clés pour réussir à faire comprendre aux utilisateurs comment on allait faire en sorte de leur donner un système résilient. Et ce que j'ai réalisé en plus, c'est que CQRS, ça leur parlait beaucoup parce que c'est déjà la manière dont la plupart de nos organisations fonctionnent. Mais revenons un petit peu avant, je vais me présenter. Moi, je suis Florent. Il y a plusieurs choses à savoir sur moi, mais aujourd'hui, surtout que je suis consultant chez Octo Technologies depuis maintenant 8 ans. J'ai porté un chapeau il y a quelques années, je ne le fais plus. J'adore surtout les technologies ouvertes, en particulier celles qui font le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et j'ai travaillé, comme je l'ai dit, pendant quasiment 2 ans aux côtés de spécialistes de la résilience. Alors, qu'est-ce que c'était exactement comme métier? Sans rentrer dans le détail, c'est des gens qui gèrent l'urgence et les imprévus. La manière dont ça se passe, c'est qu'un incident est détecté, soit automatiquement, soit par quelqu'un, et l'information remonte à un opérateur qui est ici avec le téléphone et qui a pour boulot de prévenir la bonne personne pour s'emparer du sujet et résoudre l'incident. Cette personne-là, qui lève le sourcil, c'est le chef. Et le chef va dépêcher certains spécialistes, soit des spécialistes avec des chapeaux, soit avec des lunettes, soit avec d'étranges sourires, qui peuvent aussi avoir leur propre équipe à leurs ordres. Et il peut aussi prévenir un autre surchef avec un chapeau, haute forme, en haut à droite, qui est censé être prévenu de toute opération au-delà d'une certaine échelle ou de l'implication de certains spécialistes. Et en fait, la circulation d'informations, ça va se faire dans plusieurs sens, à la fois descendante et remontante. Elles ont des formes différentes. Et en fait, on a l'habitude de cette structure, puisque en général, l'information descendante, on va appeler ça des ordres ou des consignes, des règles, c'est-à-dire quelque chose qu'il est décidé qu'on doit faire, qu'on doit changer. Et ce qui revient du terrain, donc les gens qui sont effectivement au plus près de l'incident ou qui ont des informations complémentaires, remontent des informations qu'on appelle en général des rapports de terrain. Tout ça forme une structure très familière qu'on appelle une structure hiérarchique. Mais ce qu'on peut surtout voir là-dedans, c'est que je vous ai décrit la manière dont circule une information sans parler des canaux, juste de leur forme. Et surtout, ce qui m'a vraiment impressionné avec ces personnes-là, c'est qu'ils connaissent le système d'information sur le bout de l'endroit parce qu'ils sont le système d'information. C'est eux qui le font tourner, c'est eux qui savent quels ordres doivent être donnés, quelles règles régissent comment on choisit les ordres qui sont donnés et à partir de quelles informations. Et c'est eux qui décident quelles informations remonter du terrain et comment les formater. Ce qui fait que notre système d'information qu'on a créé pour eux, ils devaient récupérer cette structure. Ils connaissaient déjà et c'était déjà résilient. Cette structure-là, on peut la faire tourner sur WhatsApp, sur Signal peut-être maintenant, préférablement, ou par mail éventuellement. Le vecteur n'est pas important. Alors, ce que j'observais aussi parmi eux, c'est que, du coup, comme je viens de le dire, c'était des spécialistes de la résilience, c'est-à-dire que le système d'information est résilient puisqu'ils sont capables de faire circuler l'information en dehors des vecteurs qu'ils utilisent. Et surtout, ils sont réactifs puisque leur métier, c'est l'urgence. Il est indispensable de faire parvenir aux bonnes personnes, celles qui doivent prendre des décisions, les bonnes informations au bon moment. Et ça, c'est une caractéristique qu'on appelle plutôt réactivité dans le système d'information. Et donc je vais vous décrire comment ça a, nous, influencé le modèle de réactivité qu'on a mis en place dans notre application. Notre modèle de réactivité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce qu'on a mis en place comme vocabulaire et comme concept pour régir les règles qu'on allait développer et qui permettaient d'avoir quelque chose de résilient, réactif. Donc il y a du vocabulaire qui s'est adapté, notamment quelque chose sur lequel on va approfondir qui s'appelle les intentions et les réactions. Et ça donne à la fin ce qu'on appelle le mode temps réel, que j'ai mis ici avec une trademark parce que ça en jette quand on présente en démo. C'est grosso modo ce qui se passe quand un opérateur modifie ou
ou déclare une information dans une interface et que dans l'onglet d'à côté, dans l'ordinateur d'à côté, ou à l'autre bout du territoire, l'information apparaît quasi instantanément et de manière assez fiable. On va commencer par ce qu'on appelle le chemin de mutation, donc commande dans CQRS, et comment ça donne lieu à des réactions locales. Notre utilisateur, complètement à gauche, exprime une intention de mutation, par exemple par un clic, et qui est du coup capté par l'application front, ici avec un renard pour signifier Firefox, qui transforme ça en un verbe HTTP tout à fait classique, qui traduit l'idée de mutation, comme post, put ou git, quelque chose qui va modifier l'état de notre système d'information. Et notre couche d'API transforme ça en commande ou mutation pour le communiquer à notre code métier, ici avec une cravate. Notre code métier, il a pour but, et c'est là qu'on va coder toute l'intelligence de notre métier, transformer cette mutation en commandes qui vont aller vers notre couche de persistance, ici avec un éléphant, je suis sûr que vous avez reconnu, en update, en insert ou ce que vous aurez. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que ces commandes retournent une liste, vide ou pas, d'événements. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui a déclaré, qui est en lien avec cette commande, cette mutation. Et ces événements, on va en faire deux choses. D'une part, on va les publier à la cantonade, aussi à travers de notre base de données avec un éléphant, avec pub, pubsub ou notify, ça dépend du vocabulaire qu'on utilise. Et on va les emmener dans une boucle de réaction. C'est-à-dire que pour chacun des événements, on va appeler une petite fonction react, comme réagir, qui va dire « Ok, pour cet événement, je dois également lancer cette commande, cette mutation ». Et on fait ça pour tous les événements qui ont résulté de la commande précédente, et les commandes qui en résultent, on collecte les événements, et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'événements à traiter. Suite à ça, on sort de la boucle, et on peut enfin répondre à notre utilisateur, qui attend toujours sa réponse. Peut-être avec une query spécifique pour ce endpoint. En tout cas, on va avoir un code de retour soit 200, soit 400, en fonction de l'erreur. Côté global, notification globale, donc plutôt chemin de lecture, chemin de projection. Notre utilisateur va plutôt exprimer son intention de projection par une navigation, c'est-à-dire en allant sur une URL, que notre application va transformer en une ou plusieurs requêtes GET d'un point de vue HTTP, qui seront transformées en query, puis en select dans notre base de données, pourquoi pas autre chose. Bref, tout ça est très classique, très inintéressant, et c'est justement ce qu'on cherche. On cherche à pouvoir avoir quelque chose de simple et facile à implémenter pour nos chemins de projection. Mais en même temps, notre application front fait tourner quelque chose d'assez particulier, qui est un flux d'événements qu'on va appeler des notifications. Donc elle va demander à l'API quelque chose qui s'appelle une ressource qu'elle demande en text event stream, c'est-à-dire un flux d'événements. Notre API transforme ça en query un peu spécial, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un retour unique, on aura une série de retours espacés dans le temps, qui va se transformer du côté de notre couche de persistance en listen ou subscribe, ça dépend du vocabulaire que vous utilisez, qui sont justement les événements qu'on a publiés sur la slide précédente. Ces événements-là, on va les récupérer et on va les mapper, c'est-à-dire les projeter finalement, dans un flux de notification. C'est-à-dire que pour un flux d'événements, je vais avoir un flux de notifications, qui ne sont pas forcément un pour un. D'ailleurs, un événement peut donner lieu à plusieurs notifications, et plusieurs événements peuvent donner lieu à une seule notification pour agréger certaines données. Et ces notifications, elles sont sérialisées pour être envoyées vers le front dans ce qu'on appelle Server Sent Events, SSE. C'est l'interface de votre navigateur qui permet de récupérer tous les événements envoyés par le serveur, ce qui ouvre un canal de communication, on va dire, dans l'autre sens que d'habitude pour un navigateur. Le navigateur, notre application, quand elle reçoit ces événements, elle est capable de se dire « Ok, moi je suis en train d'afficher ce genre d'informations, est-ce que cette notification elle a du sens pour moi? Est-ce que je dois rafraîchir les données qui sont sur la page? Ou est-ce que je dois juste prévenir mon utilisateur qu'il y a des nouvelles données disponibles quelque part ?» Tout ça, j'ai regroupé dans la fonction refresh avec un point d'interrogation. Grosso modo, c'est l'application qui sera capable de déterminer si elle doit apporter à l'utilisateur de l'information en plus, ou lui suggérer en tout cas de rafraîchir son information. Donc d'un côté, on a des réactions locales, c'est-à-dire que dans le même nœud d'API, dans le même code métier, on va réagir à une commande donnée, à une intention de mutation. Et on a des notifications globales, c'est-à-dire que les autres utilisateurs peuvent être notifiés des événements à travers de ce qu'on appelle une notification, c'est-à-dire une projection finalement de nos événements.
Ici, c'est le même schéma, mais un peu différent. C'est ce que je viens de dire, mais en partant à gauche des événements et à droite des intentions utilisateurs. C'est-à-dire qu'on sait très bien plutôt dans le système comment on est capable de déclencher des événements à partir d'une certaine intention utilisateur. Mais je vous invite à vous poser la question de est-ce que vous savez dans votre système quels événements déclenchent des intentions utilisateurs, en tout cas celles que vous souhaitez. Ici, on a clairement à gauche nos événements qui peuvent être transformés d'une part soit en réaction, soit en notification. En notification, elles peuvent donner lieu à de nouvelles projections, des queries en anglais. Et ces projections peuvent donner lieu à de nouvelles intentions utilisateurs. C'est-à-dire qu'avec des nouvelles informations, l'utilisateur peut prendre de nouvelles décisions. Cette décision peut être de refaire d'autres projections qui les intéressent, ou de lancer des ordres, des mutations, c'est-à-dire maintenant que j'ai ces informations, je sais quel ordre donner sur le terrain, j'envoie ça. Et cette mutation est envoyée vers le serveur et peut déclencher de nouveaux événements, comme transmettre l'ordre aux personnes concernées, aux spécialistes concernés. Donc tout ça, on a une boucle. On peut remarquer que grosso modo, on utilise des réactions pour les chemins de mutation, c'est-à-dire d'écriture ou de query, de commande en anglais, et on utilise des notifications pour le chemin de projection. La distinction est importante parce qu'avoir du vocabulaire différent, ça nous permet de prendre des décisions différentes quant à ce qu'on fait de nos événements. Et de la même manière que c'est très facile de se représenter ce que ça veut dire une mutation et une projection dans un contexte transactionnel, dans un contexte réactif, c'est important aussi de pouvoir distinguer ces deux choses-là. Et ça nous a permis pas mal de choses. Notamment ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut considérer que les réactions sont optionnelles. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a choisi. C'est qu'il y a plusieurs manières d'arriver à la même boucle et que les réactions sont juste un raccourci. C'est-à-dire qu'on s'est autorisé à automatiser certaines choses qui étaient possibles de faire manuellement, forcément. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé par nos utilisateurs, c'est quand les réactions foirent, quand le système, on ne peut plus lui faire confiance pour être réactif, alors c'est les utilisateurs qui sont réactifs et qui prennent les mêmes décisions, les bonnes décisions, peut-être plus lentement ou par d'autres moyens, mais en tout cas, ils sont capables de réagir aux nouvelles informations qui arrivent. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'autorise à automatiser de manière synchrone seulement ce qu'on est capable de faire manuellement. Alors, on s'est autorisé quelques écarts. Par exemple, on s'est autorisé à automatiser des choses qui n'étaient pas possibles de faire depuis l'interface à proprement parler, mais qui étaient possibles de faire depuis l'API, par exemple, directement. On peut remarquer aussi autre chose, c'est que les notifications sont elles aussi optionnelles. C'est-à-dire que la notification agit comme un signal, une alerte à l'utilisateur qu'il y a des nouvelles données. Mais il peut déjà décider de son propre chef que ça commence à faire longtemps qu'il regarde les mêmes données et qu'il pourrait juste faire F5 et rafraîchir ces données. Et puis on peut lui envoyer une notification pour lui dire « Bon, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais je te le dis, il y a des nouvelles données qui sont disponibles, tu peux en demander de nouvelles, ou l'application demande des nouvelles directement sans passer par l'utilisateur. » Et cette boucle-là, finalement, elle permet aussi d'un raccourci qui serait possible de faire autrement. Donc quand notre système perd ses qualités de réactivité technologique, alors c'est l'utilisateur qui est capable de prendre le relais et d'être réactif lui-même. Ça sera important pour la suite, on va reparler de ce que ça veut dire pouvoir faire F5 dans une application. Mais grosso modo, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est qu'avec tous les raccourcis qu'on a pris, on peut aussi avoir un chemin de priorisation de nos user stories. On peut prioriser très fortement, par exemple en must-have, toutes les fonctionnalités, on va dire, classiques, c'est-à-dire que quand je demande une page, je suis capable de récupérer les données qui doivent être affichées dedans, et puis quand je valide un formulaire ou quand je décide d'envoyer un ordre, il est envoyé, quoi. Et ça, effectivement, ça va muter les données qui sont dans le système d'information. Nous aussi, on a priorisé en must-have les événements qui sont générés par ces mutations parce qu'on avait un fort besoin d'auditabilité de notre système, c'est-à-dire qu'en gestion d'incident, on aime savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans la résolution d'un incident. Et en should have, c'est-à-dire en fonctionnalités qui sont un peu moins prioritaires, on a mis les notifications, c'est-à-dire quand il y a des nouvelles données qui sont disponibles, alors on prévient l'utilisateur qu'il y a des nouvelles données disponibles pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions ensuite, les décisions les plus à propos de la situation réelle sur le terrain. Et enfin, dans les nice to have, on a les réactions, c'est-à-dire, bon, je sais que les utilisateurs, en général, quand il se passe ça, ils prennent plutôt cette information. Par exemple, quand l'information du terrain remonte qu'il faut envoyer des renforts, qu'il faut envoyer des spécialistes plus précis sur un donné, par exemple des spécialistes électriques, si on est sur un problème électrique, alors, la réaction la plus courante, c'est d'envoyer les renforts, c'est-à-dire de prendre le spécialiste disponible le plus proche possible et puis de l'envoyer sur place. Et ça, c'est une réaction qu'on peut automatiser. On peut dire que, ok, cette règle-là est suffisamment simple pour dire, en fait, il n'y a pas besoin de passer par un opérateur pour ça, on sait que de toute manière, c'est la consigne qui va appliquer.
Et ça nous a permis de voir mieux dans notre priorisation. Alors, il y a un an, on va dire, on priorisait beaucoup les user stories pour faire les opérations de projection et de mutation à proprement parler. Et à l'heure actuelle, en discutant avec le tech lead actuel du projet, ils me disent que maintenant, ils sont en train de mettre en place toutes les stories de temps réel, c'est-à-dire des choses qui arrivent directement sur l'ordinateur de l'écran, et que ça leur prend 1 jour, 2 jours, pas plus, en fait, puisque c'est déjà pensé comme ça, et que les utilisateurs et les product owners ont compris ce système-là, ils sont capables de prioriser le système réactif. Ça nous amène sur du front-end. Vous voyez peut-être pas encore le rapport, mais on y arrive. On va voir ici que la différence entre les projections et les mutations sont importantes aussi. Ce que j'ai appelé URL Driven Interface. Dans le front-end, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu le monde de l'upside down, on va le voir plus tard, mais par exemple, c'est le monde où on fait plus de tests d'intégration que tests unitaires, et c'est le monde où on passe plus de temps à coder la présentation qu'à coder le code métier. Ce que je veux vous dire, c'est avec URL Driven Interface, c'est comment décrire à partir de l'URL de navigation du navigateur, ce qui s'affiche dans Firefox quand on est sur une page web, comment elle doit décrire l'état de votre interface. Avec un petit exemple. Nous, notre application, quand on arrive directement sur la racine de l'URL, elle ressemble à rien du tout, il faut bien le dire, mais c'est jamais ça qu'on utilise. Il y a un fond qui est inutile. Mais quand on va vouloir lister des incidents, par exemple, on va avoir une liste qui s'affiche sur le côté, plutôt ici d'ailleurs, qui sont les incidents en cours, ou ceux qui nous intéressent, ou qui ont lieu à une certaine date, ou sur un certain lieu, on s'en fiche, c'est les incidents qu'on est en train de lire. Et quand on va aller sur une URL plus précise, avec l'ID d'un incident, on va se focaliser sur cette liste d'incidents, et on va commencer à préparer l'interface pour accueillir les différentes manières de regarder cet incident. Par exemple, si on veut savoir lister les ordres qui ont été donnés au fur et à mesure du temps sur un incident donné, c'est-à-dire qui on a envoyé, qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire, on a un bloc qui arrive au milieu qui dit tout ça, ça a été donné comme ordre. Et par exemple, si l'incident est toujours en cours, on peut aussi imaginer qu'une nouvelle interface, une nouvelle URL encore plus profonde, qui dira on veut donner un nouvel ordre, et à ce moment-là, il faut qu'on puisse avoir les informations actuelles de l'incident pour donner le meilleur ordre possible, évidemment. Donc on a une structure très hiérarchique de l'URL et qui va donner une structure plus ou moins hiérarchique dans l'interface. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que pour chaque URL donnée, c'est-à-dire pour une URL donnée, on sait exactement ce que ça veut dire au niveau de l'interface. Si j'ai l'URL, alors je sais quelle interface présenter. Je sais quoi projeter sur l'écran de mon utilisateur en fonction de l'URL. Ce que ça veut dire, c'est que les utilisateurs, ils utilisent la navigation dans notre système pour exprimer leurs intentions de projection, de query ou de lecture, en fonction du vocabulaire que vous voulez utiliser. Et ça permet de faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la résilience, en tout cas la réactivité plan B ou plan C, qui est l'utilisateur fait F5. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que l'utilisateur rafraîchit ses données quand tout part à volo, mais encore faut-il que l'application puisse rafraîchir les données simplement, c'est-à-dire que le bouton F5, c'est le navigateur, je veux cette URL-là, oublie tout ce que tu as fait avant, je veux cette URL-là, et il va récupérer les nouvelles données. Ça doit être possible, et si on fait de l'URL Driven Interface, alors c'est possible. Un petit exemple de ce que ça donne dans le code, on voit une structure très hiérarchique, donc ici c'est du code React, donc on a un routeur pour notre page globale, et différents contrôleurs qui sont routés sur différents fragments d'URL, donc par exemple incident, l'ID de l'incident, les ordres donnés pour un incident, ou le formulaire pour donner un nouvel ordre pour un incident donné. Tout ça est complètement hiérarchique. Et à la fin, ce qu'on observe, c'est qu'on peut avoir un formulaire, alors ici c'est complètement indéterminé, auquel on va donner les données projetées de l'incident courant, c'est-à-dire toutes les données importantes pour trouver le bon ordre à donner. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les données de projection dans le front-end, elles descendent dans les hiérarchies, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'est dit au début. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le formulaire, une fois que l'utilisateur il a rentré toutes les bonnes informations et qu'il appuie sur OK, soit avec sa souris, soit avec son bouton entrée de son clavier, si vraiment c'est un power user, à ce moment-là, il va pouvoir émettre un événement, que l'on pourrait appeler nouvel ordre, ou juste on submit pour un formulaire classique. Et cet événement, il va remonter dans les hiérarchies, ce qui est aussi un peu contre-intuitif. Dans le front-end, les projections, elles descendent dans les hiérarchies, et les mutations, elles remontent de la hiérarchie pour être envoyées vers le serveur. C'est pour ça que c'est le monde de l'upside down.
Et donc, c'est un peu le corollaire de ce que j'ai dit précédemment. Les utilisateurs, ils utilisent le clavier et la souris, donc ils font clic-clic ou tap-tap, ou le touch s'ils sont sur une application mobile, évidemment. Grosso modo, tous les périphériques qui sont à leur disposition pour exprimer leurs intentions de mutation. On résume un petit peu. Sur le même schéma que tout à l'heure, nous avons des utilisateurs qui peuvent exprimer leurs intentions de projection par la navigation. C'est-à-dire, je veux cette URL, donne-moi les données qui correspondent à cette URL. Une fois les données projetées, ils sont capables d'exprimer les bonnes intentions de mutation. Ces mutations, elles peuvent donner lieu à des événements. Ces événements, ils peuvent être déclinés soit en réaction, soit en notification. Les notifications peuvent donner lieu à d'autres projections qui seront pertinentes pour l'utilisateur, et les réactions, elles peuvent automatiser certains comportements qu'on sait sont nécessaires pour la réactivité de notre système. Donc, ce avec quoi j'aimerais bien que vous partiez de ce talk, c'est ces 4 points ici. Pour faire du CQRS, c'est la 3e fois que je dis CQRS dans ce talk. CQRS, c'est un peu une marque déposée maintenant, un pattern d'architecture avec son dogme et ses formalismes. Vous pouvez laisser ça de côté, pas besoin d'être dogmatique ou puriste. Adaptez le vocabulaire que vous trouverez dans CQRS et les principes qui y sont énoncés au sujet fonctionnel. C'est-à-dire trouver les parallèles avec vos sujets fonctionnels et adapter le vocabulaire pour que vous puissiez vous rencontrer en fait, avec vos utilisateurs. Créer un système transparent, c'est-à-dire on peut voir ce qui se passe quand on est utilisateur d'un système transparent, on sait ce qu'il fait. On sait pourquoi il le fait, et pourquoi il le fait sans nous demander, mais on sait ce qu'il fait. Et ça permet de plus tard demander aux utilisateurs d'être acteurs de la résilience et de la réactivité du système aussi, et ça permet d'avoir un plus grand panel d'options à notre disposition pour maintenir le service, c'est-à-dire la résilience. Ce que j'ai dit un peu précédemment, c'est que CQRS est miscible avec les intuitions et les processus déjà mis en place par vos utilisateurs et qui fonctionnent déjà. La structure hiérarchique avec des ordres qui descendent et des rapports qui remontent, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les organisations actuelles et qui est très facile à comprendre. Parlez-en ensemble avec vos utilisateurs et vous trouverez les parallèles qu'il faut pour faire votre application. Et enfin, nommer les concepts qui participent fonctionnellement à la résilience permet de se libérer des spécificités des protocoles et des technologies. Dans les schémas que j'ai mis précédemment, il y avait des renards, des éléphants, des cravates, mais ce n'est pas important. Le principe, c'est qu'on a un user agent, c'est-à-dire une application qui est du côté de l'utilisateur pour l'aider à faire certaines choses, pour l'aider à exprimer ses intentions auprès du système. Et de l'autre côté, on a des systèmes de résilience et de distribution de l'information, mais qui peuvent être remplacés. Ici, on pouvait remplacer très bien PostgreSQL, puisque c'est ce qu'il y a derrière l'éléphant, par une base MySQL, ou même MongoDB, ou même du système de fichiers, et remplacer la diffusion des messages par une autre file de messages, RabbitMQ, j'aurais mis un lapin, ou même envoyer des messages sur Signal, ça revient à peu près au même. Grosso modo, le vecteur est peu important, et une fois que vous avez réussi à démêler ce qui relève de votre métier et ce qui relève de votre technique, alors ça sera plus facile de changer, en gardant les mêmes concepts. Merci beaucoup, c'est la fin de cette présentation.